À la une, le débrayage d'une dizaine d'employés de l'Institut Pasteur pendant 1 heure ce matin. Ils dénoncent des désaccords avec la direction à qui ils reprochent de jouer la sourde oreille sur leurs conditions de travail, un manque de moyens humains et un mauvais management. Un atelier ludique pour découvrir les aromates et les saveurs des jardins créoles. C'est ce qui était proposé à des collégiens et leurs parents à la Maison de Culture dans le cadre toujours des Journées du goût et des saveurs. Reportage à suivre et puis la web radio du collège Constant-Chlore de Saint-Georges, exceptionnellement à Cayenne. Elle a été présentée dans les locaux du rectorat ce matin, l'occasion de l'enregistrement d'une émission dédiée à la commune de l'Ouest. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. On démarre avec bien sûr le débrayage ce matin à l'Institut Pasteur. Une dizaine d'employés des services techniques ont suspendu leur activité pendant 1 heure. Le collectif dénonce des désaccords avec la direction à qui il reproche de ne pas tenir compte de leurs conditions de travail, mais il souligne également un manque de moyens humains et un mauvais management. On fait le point avec Jonathan Lariot. Nougat AC, le message est clair. À l'entrée de l'Institut Pasteur de Cayenne, plusieurs pancartes de protestation. Les employés des services techniques dénoncent une direction qui n'a que faire de leurs conditions de travail. On fait des embauches, ce sont des CDD qui ne sont pas renouvelés. Et à partir du moment où ces CDD ne sont pas renouvelés, il y a des départs qui créent souci dans l'organisation même de l'entreprise. On se contente d'embaucher et de déboucher sans savoir quelle est la répercussion sur la masse de travail qu'ont ces gens. Il faut revoir le management ou alors il faut s'approcher des gens et leur demander comment ils souhaiteraient organiser les choses. Mais nous avons une direction qui gère simplement, qui décide, on enlève et on ne remet pas, c'est tout. Face aux revendications des employés, la direction se dédouane et met en cause une mauvaise gestion du service concerné. La responsabilité, c'est au chef de service de savoir comment organiser son laboratoire, comment distribuer des tâches dans son laboratoire et comment donner ou pas les heures supplémentaires. La direction ne fait que valider. Le plus rapidement possible, je vais réunir les chefs de service pour leur demander de meilleure structuration de laboratoire et meilleure distribution des tâches. Et si on a des moyens d'embaucher, bien sûr, c'est avec aucun problème. Nous sommes ouverts à ça. Il faut simplement justifier, montrer que nous avons les moyens financiers dans ce laboratoire de pouvoir garder les CDD ou embaucher. Une rencontre entre la direction et les employés devrait avoir lieu dans les prochains jours. On poursuit avec le dernier jour du 8e congrès départemental SNUP-FSU. Depuis hier, une centaine de membres du syndicat sont réunis pour aborder plusieurs thèmes, notamment les conditions de travail et la précarité dans l'éducation nationale. Et ce matin, le recteur de l'académie s'est joint aux discussions. Maxime de la Houplière. S'il est un sujet qui revient souvent dans la bouche des enseignants de Guyane, c'est bien leur souffrance et celle de leurs élèves au quotidien. Elle est réelle parce qu'elle est structurelle. Je vous donne un exemple, par exemple dans mon établissement, il y a à peu près, on arrive presque à 1200 élèves. Il n'y a que 6 toilettes. Voilà. De manière structurelle, on installe de la souffrance dans la gestion des adolescents dans cet espace. Dans les écoles, c'est pareil. On n'a que des grands groupes scolaires de plus de 14 classes, parfois avec une cour d'école inexistante, pas de salle de motricité, pas de BCD, pas de salle de maître où les enseignants peuvent se retrouver et discuter. Dans l'ouest guyanais et sur le fleuve, on a des établissements qui n'ont pas d'eau potable et qui parfois fonctionnent sans électricité ni moyen de communication. Des problèmes purement matériels qui sont le reflet de ce que les instituteurs et professeurs dénoncent comme une négligence vis-à-vis de leurs conditions. Nous disons, considérez-nous, c'est déjà difficile de travailler, mais aidez-nous aussi, et ça va aussi par de la formation. Aujourd'hui, il n'y a plus de formation continue. C'est comme si la pédagogie s'était arrêtée il y a 20 ans. Nous sommes dans un endroit où il y a plurilinguisme. Les formations doivent s'axer sur le FLS, le français langue seconde, pour que les nouveaux enseignants soient à même d'enseigner à des enfants qui ne parlent pas forcément le français chez eux ou dans leur village. Face à des problématiques très concrètes, le nouveau recteur fait étalage de toute sa science de la langue de bois, une figure de style parfaitement maîtrisée. Concrètement, on va se prendre des rendez-vous pour travailler sur chaque dossier, sur chaque axe de développement de la Guyane avec les organisations syndicales, sur les mesures possibles, les mesures impossibles, les mesures difficiles, les mesures à faire tout de suite, les mesures à faire plus loin. Et donc concrètement, c'est le fait de le construire tous les jours ensemble. Impossible de savoir quelles seront les premières mesures prises par le rectorat, mais une chose est certaine, elles seront très attendues.
Et en parlant de l'éducation nationale, la rentrée prochaine en Guyane pourrait se faire avec 35 classes en moins, toujours selon le syndicat SNUP-FSU. Il s'agirait d'une décision de l'ancien recteur prévoyant donc la suppression de 15 classes de maternelle et 20 classes d'éducation spécialisée. Objectif affiché, ouvrir des classes de primaire, soit le niveau de scolarisation obligatoire pour les enfants. On écoute les précisions du représentant syndical et du recteur au micro de Maxime de la Houplière. C'est l'ancien recteur Philippe Lacombe, actuellement recteur en Corse, qui avait fait cette carte scolaire. Oui, vous savez, il y a des discours politiques. Il annonçait haut et fort en janvier 2016 qu'il avait obtenu 80 postes dans le second degré, qu'il avait obtenu 100 postes dans le second degré, qu'il avait obtenu 3 infirmières et 2 assistantes sociales. Alors 100 postes dans le premier degré, tout le monde a envie de penser, c'est 100 classes supplémentaires qui vont ouvrir. La réalité est tout autre. On se retrouve à fermer des classes de maternelle, donc des enfants de 3 à 6 ans qui n'auront pas de place, pour ouvrir des classes d'élémentaire parce que la scolarisation est obligatoire à 6 ans. Et tout ça par déficit de construction scolaire. Alors ce recteur, non, n'est pas responsable de cette carte scolaire, mais vous savez comment ça se fonctionne. Les recteurs sont nommés en Conseil des ministres. Il n'a pas donné les moyens suffisants à l'académie de fonctionner, mais en attendant, il a eu sa promotion, il est parti en Corse. Je vous confirme aucune mesure de ce type, de cette nature. Ni de suppression, Je vous confirme simplement le fait qu'on va travailler avec l'ensemble des acteurs de l'académie, mais de manière continue. Éducation toujours, depuis la rentrée, les élèves du collège Constant Chlore de Saint-Georges ont leur propre radio. De la 6e jusqu'à la 3e, une trentaine de membres du club gèrent une émission en plusieurs rubriques dédiées à leur commune. Un espace d'expression bien à eux que quelques-uns sont venus présenter ce matin à Cayenne. L'occasion aussi d'enregistrer la 5e émission. Reportage. La salle de réunion Maripa du rectorat, transformée en studio radio le temps d'une émission. Les élèves du collège Constant Chlore de Saint-Georges prennent place. Ils sont rédacteurs, créateurs des articles et rubriques qui seront présentés durant l'émission. Bonjour chers auditeurs, je suis Joannick alias Jojo de la 4G2 et je suis le nouvel animateur de l'émission. J'espère que vous apprécierez mon intervention radiophonique. Aujourd'hui, cette émission... Âgés entre 11 et 15 ans, ces élèves sont tous inscrits au club web radio de leur établissement. Ils sont à leur 5e émission, un espace où ils peuvent s'exprimer librement. Ce qui me plaît, c'est que je peux m'exprimer. J'ai une rubrique qui me plaît. J'aide les gens à essayer de garder la ville propre, le collège. Bon, après, chacun en fait s'il veut, mais j'aime m'exprimer. J'aime faire des recherches, j'aime parler comme ça, être animateur et je m'intéresse. L'atelier web radio du collège Constant Chlore est l'occasion pour tout un chacun d'appréhender le média radiophonique. Mettre en place une interview reste l'activité la plus marquante pour les élèves. Merci d'être parmi nous et d'avoir accepté cette interview. Et je peux vous poser des questions ? Je vous en prie, pour répondre aux questions. De voir, d'interviewer les gens, d'être avec les amis qui sont proches, d'être avec les profs. C'est éclatant tout ça, tout est rigolo. Il travaille l'écriture des sujets et la prise de parole à raison d'1 heure par semaine où il se retrouve au CDI. Chaque élève a sa rubrique et dans sa rubrique peut évoluer, peut avoir des idées, etc. Mais en fait les élèves restent vraiment dans un cadre et en fait du coup ils se sentent vraiment à l'aise et ils peuvent s'exprimer dans ce cadre. Alors, le premier objectif est la maîtrise de la langue française. C'est comme vous le savez, la radio passe par l'écrit et donc il y a une maîtrise du français à l'écrit et une expression orale, donc à l'oral également. Plusieurs objectifs sont fixés autour du projet Web Radio. Un espace d'ouverture culturelle, de partage et de coopération dans un établissement où la mixité sociale et géographique est importante. Et sachez que ces émissions sont disponibles sur le site internet de l'établissement. Les mesures annoncées par le Premier ministre pour calmer la grogne de la jeunesse n'auront pas fait leur effet. Leur opposition reste la même face à la loi travail. Étudiants et lycéens poursuivent donc leur mobilisation dans l'Hexagone, mais aussi en Guadeloupe. Ce matin encore, des centaines de jeunes ont manifesté donc leur opposition au texte, inquiets pour leur avenir. Linda Kayarsi et Nathalie Dinan. Décidément, le projet de loi du travail fait encore des lycéens insatisfaits. Leur objectif, maintenir la pression pour faire reculer le gouvernement. Nous ne sommes pas d'accord
avec cette loi de l'oppression, c'est de l'esclavage moderne. C'est inadmissible. Si un employé travaille environ 46 à 60 heures, ben, il va travailler pour 2 personnes, donc il y aura plus de chômage. Pour se faire entendre, ces lycéens petits bourgeois se sont mobilisés très tôt ce matin, dès les premières heures de cours, avant de se rendre devant la mairie, pour là encore interpeller sur une loi qui assombrit leur avenir. Ce matin, nous sommes arrivés vers 6h30, il n'y avait encore personne. Donc on a profité pour faire des pancartes. Et quand tout le monde est arrivé, ils se sont mis dans le vibes. On a fait de la musique, on a fait notre slogan. Et après, on a dit qu'on se donne rendez-vous près de la mairie. Nous sommes des futurs travailleurs et nous ne voulons pas que cette loi passe. Nous ne voulons pas non plus que nos parents triment de cette manière. Le gouvernement ne doit pas faire passer cette loi. CDD davantage taxés, bourse prolongée après le diplôme. Les mesures annoncées lundi par Manuel Valls n'ont pas convaincu ces lycéens, prêts à se mobiliser de nouveau jeudi. Restez avec nous, dans quelques instants, nous verrons l'atelier ludique proposé à des collégiens et leurs parents ce matin, une découverte des aromates et condiments du jardin créole. Et puis, nous nous plongerons dans une Guyane des années 70 à 90 à travers une exposition, celle des portraits du photographe Yvan Coupera. Ça se passe au camp de la transportation à Saint-Laurent. Images à suivre. Mais avant cela, on reste dans l'actualité sociale avec notre invitée ce soir, la présidente de l'Union des très petites entreprises de Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Valérie Vanoupia, merci d'être avec nous. Une rencontre est prévue demain avec le numéro 2 de la préfecture pour parler à nouveau de la question de l'allotissement des marchés en Guyane. Alors on va essayer d'expliquer tout à l'heure. Pourtant, en tout cas, vous annoncez une opération escargot juste avant. Est-ce que c'est une façon peut-être de mettre la pression sur l'État? C'est une façon plutôt d'associer la population aujourd'hui à une difficulté que connaît le monde économique. Et nous pensons qu'en complémentarité des réunions que nous faisons avec l'État, avec la CTG, avec les parlementaires et l'association des maires, il faut que nous informions la population sur les difficultés du secteur économique parce qu'aujourd'hui, chaque entreprise qui disparaît, ce sont des familles qui n'ont plus de revenus, ce sont des jeunes qui n'ont plus la chance de pouvoir être embauchés. Et donc, dans ce contexte aujourd'hui d'un chômage qui atteint 22% aujourd'hui en Guyane, on ne peut pas se permettre de laisser cette sinistrosité perdurer. Vous parlez justement de la population, elle se sent plutôt très dérangée par ce type d'opération. Escargot, voilà, on bloque les rues. Est-ce que peut-être c'est un petit peu en désaccord avec l'idée de base d'associer la population à ce mouvement? Alors, nous faisons cette opération le 13 avril parce que la préfecture a proposé cette rencontre à cette date. La rencontre est à 15h et nous faisons l'opération escargot juste un peu avant, donc le mercredi après-midi. Nous pensons qu'il y a de fortes chances que cette mobilisation gêne moyennement la population et qu'elle permettra en tout cas à la population de se libérer pour s'associer à nous. Combien de personnes sont attendues à peu près dans cette manifestation? Vous savez, on ne peut pas aujourd'hui se prévaloir de maîtriser l'affluence qu'il y aura. Ce que l'on peut dire, c'est quelles que soient les personnes qui seront représentées, qui seront présentes demain, elles vont exprimer une souffrance, une difficulté que nous voulons partager avec la population. Alors sur le fond, le problème de l'allotissement, vous l'avez déjà soulevé à plusieurs reprises, vous n'avez peut-être pas été entendu, bien sûr vous n'êtes pas la seule sur ce point-là, mais quelles sont les conséquences pour les entreprises de Guyane? Vous avez déjà commencé à en parler tout à l'heure. Alors la première chose que nous demandons, c'est que la commande publique redémarre. En 2014, on a connu une année noire dans la commande publique. On avait en 2011 450 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le bâtiment, par exemple. En 2014, on est descendu à 271 millions, donc une chute de 50%. Donc, cette chute perdure d'année en année, 2014, une année noire, et 2015, 2016 aujourd'hui, la commande publique n'a pas redémarré après les élections. Et les entreprises qui avaient un peu de travail risquent de ne plus en avoir dans quelques mois. Et beaucoup d'entre nous n'ont déjà plus de travail, ont été obligés de licencier le personnel. La faute à qui, justement? La faute à qui? Alors, il s'agit pour nous de dire que des fonds ont été validés par un plan État-région. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est qu'ils soient mis en œuvre rapidement. Alors, est-ce qu'on peut expliquer à nouveau, brièvement, pour les téléspectateurs, ce que ça veut dire finalement cette question d'allotissement du secteur? Il y a une enveloppe qui est prévue pour la commande publique.
Le 1er avril, une loi a été promulguée pour dire qu'il fallait impérativement que tout marché public soit séparé en secteur. En lot, selon le type d'activité. Donc un lot plomberie, un lot carrelage, un lot etc. Ce que nous demandons, c'est que non seulement ce soit respecté, mais respecté avec aussi une taille de marché accessible à nos entreprises. Il ne s'agit pas de faire de l'allotissement pour des opérations de 400 logements, par exemple. Parce que pour le coup, nous aurions fait de l'allotissement sans permettre qu'il y ait une accessibilité des travaux pour les TPE. Donc ce que nous demandons aujourd'hui, c'est qu'il y ait du travail pour tout le monde. Sur ce territoire, il y a à la fois des grandes entreprises, des petites entreprises qui représentent 90% de l'activité. Nous disons que la répartition de la richesse, parce qu'il s'agit bien de commandes publiques, de deniers publics, donc des impôts, de ce que nous participons donc à ces deniers publics. Nous disons donc qu'il est normal, il serait en tout cas normal que cette répartition se fasse pour l'ensemble des acteurs. Ça ne profite qu'aux grandes entreprises. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'en période de crise, comme il y a moins de travail, chacun essaie de sauver sa structure. Donc les grandes entreprises qui ont aujourd'hui elles aussi des emplois à préserver, émargent aujourd'hui sur des marchés qui ne les intéressaient pas auparavant. Donc sur des marchés sur lesquels nous avions la possibilité d'émarger, des marchés de 100 000 euros, 200 000 euros, aujourd'hui, nous avons des grandes entreprises qui émargent parce qu'elles aussi, elles ont à sauver leur emploi. Mais nous disons, dans une situation comme celle-là, pour éviter cette loi de la jungle, où seuls les plus grands survivraient, il faut un cadre. Ce cadre, c'est le Small Business Act dont nous parlons à tout moment. Et il ne peut être mis en place que par une volonté locale. Tous les ministres qui sont passés, nous les avons sollicités pour la mise en place de ce Small Business Act et ils nous ont dit, Madame Vanoukia, le Small Business Act relève d'une volonté locale. Donc ça veut dire que c'est au niveau local, c'est au niveau local que nous pouvons régler cette problématique. On va devoir terminer sur cette question. Si au terme des rencontres, vous constatez que les choses n'évoluent toujours pas, qu'est-ce que vous comptez faire? Je ne peux pas anticiper aujourd'hui ce qui sera fait. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la colère gronde, c'est que le ventre affamé n'a point d'oreille, que la violence augmente et que si nous n'arrivons pas aujourd'hui, avec l'ensemble des partenaires, à faire redémarrer cette économie, à refaire circuler de l'argent dans ce territoire, parce qu'aujourd'hui il y a un manque de flux financiers, la population s'exprimera sans nous. Il y aura donc d'autres manifestations et vous irez peut-être encore plus loin? La population s'exprimera parce que, comme je vous dis, aujourd'hui, ventre affamé n'a point d'oreille. Il faut aujourd'hui que nous relançons la commande publique, qu'il y ait à nouveau de l'argent qui circule, que les fonds européens soient utilisés pour permettre aux entreprises de réinvestir, d'investir. Et donc, il faut que les freins aujourd'hui qui perdurent soient levés. Merci beaucoup Valérie Vanoukia d'avoir répondu à nos questions. On suivra bien sûr ce mouvement dès notre édition de demain. On part en Martinique maintenant avec l'ultime réunion aujourd'hui des syndicats et les élus de la CTM, la collectivité territoriale de Martinique. Depuis la semaine dernière, un préavis de grève a été déposé pour demain. 5 syndicats ont obtenu une audience pour exposer les raisons de leur mobilisation qui restent pourtant maintenues. Parmi leurs revendications, l'avenir des agents en fin de contrat. On fait le point avec Sabrina Doré et Michelet François. Une réunion qui avait pourtant bien commencé. 5 syndicats sur les 6 représentatifs de la CTM autour d'une table avec les élus pour négocier une plateforme de revendication. Au final, aucune avancée significative et un préavis de grève maintenu. Un échange stérile, dans la mesure où les questions précises qui sont posées concernant le renouvellement de contrat n'a pas de réponse précise. Et nous considérons que nous avons passé un moment à discuter, mais sans avoir obtenu quoi que ce soit. Une réunion intersyndicale à laquelle n'a pas participé le syndicat FO de l'ex-conseil régional qui préfère laisser l'équipe en place s'installer. Il y a besoin de temps de poser les problèmes qui étaient déjà et ensemble de trouver des solutions. Bien évidemment, nous souhaitons être associés de manière plus étroite. Nous avons écrit au président dès le 15 janvier pour lui demander un rendez-vous. Nous trouvons que le dialogue social ne s'est pas établi suffisamment tôt. Ça, on peut le lui reprocher. Cependant, on ne peut pas, sur une plateforme revendicative, lui reprocher des problèmes qui existent depuis quelques années. Vous avez l'impression que c'est un mouvement politique finalement? Ah ben je ne sais rien.
Je n'en sais rien, je ne peux pas qualifier le mouvement de mouvement politique. Sauf que quand il y a incohérence, on est amené à s'interroger. Des interrogations qui n'auraient pas leur place dans les réunions selon les syndicats mobilisés. Ce n'est pas un mouvement politique, que c'est un mouvement pour défendre les droits des travailleurs de la CTM. Comme quand dans l'ancienne mandature, Mme Manon est arrivée au Conseil général, il y a eu une grève des travailleurs sociaux 1 mois après son arrivée. Donc ça n'a rien à voir. Là, ça fait 3 mois que la CTM s'est mise en place. Il y a une grève, mais ce n'est pas une grève politique. Pour les élus de la CTM, l'heure est à l'apaisement. La plateforme de revendication comptant des points aussi variés que l'avenir des agents en fin de contrat ou encore la situation des services sociaux en charge des populations défavorisées devrait mettre du temps à être réglée. La situation du personnel, singulièrement du personnel médico-social, mais au-delà, ce sont des situations que nous trouvons. Le burn-out des travailleurs, les difficultés des bâtiments, par exemple le manque de confidentialité dans des structures comme Trinité. Nous avons trouvé l'ensemble de ces problématiques. Ce ne sont pas des problématiques que nous avons créées, ce sont des problématiques dont nous héritons et que nous essayons de changer, nous essayons de trouver des solutions. Et nous sommes en train de trouver des solutions sur l'ensemble de ces revendications. Les Martiniquais comprennent qu'en l'espace de 3 mois, on ne peut pas avoir tout résolu. Une nouvelle réunion entre l'intersyndicale et la CTM a été planifiée vendredi. La forme du mouvement de grève de demain sera décidée dans la soirée après concertation des syndicats. Parce qu'on est dans une polémique permanente. De retour chez nous, on ouvre une page saveur à présent avec un concours culinaire. C'est dans le cadre de la semaine du goût et des saveurs que 14 lycéens guyanais se sont rassemblés à Mana pour participer à la compétition. À la clé, un voyage à Paris, un stage à l'école de cuisine Alain Ducasse et d'autres récompenses. Reportage. 7 duos face au fourneau. C'est ce matin à Mana, à l'occasion du 3e jour de la semaine du goût et des saveurs, que s'est déroulée une rude compétition culinaire. Un concours dans lequel chaque geste est millimétré, chaque seconde compte. Un travail de longue haleine pour les participants comme pour leurs professeurs. Alors vous avez en participant le lycée Melchior Garret qui présente 3 équipes, le lycée Berthène Juminaire qui a 1 équipe, le CFA de Cayenne et nous 2 équipes du lycée Elfort de Mana. Les gens qui ont préparé les concurrents, c'est leurs professeurs. Chaque équipe pédagogique a travaillé à sélectionner ses concurrents et les a préparés ou pas. Par rapport au règlement qui a été envoyé. Alors, il y a un certain nombre de critères qui ont été décidés pour voir de l'évolution des étudiants, à savoir la propreté et l'hygiène des postes de travail, les différentes techniques de réalisation, l'originalité et la créativité des plats qui seront proposés, mais également le goût que ça va avoir, la présentation. Et l'argumentation qu'il va y avoir sur les plats et l'explication du choix des étudiants sur les différents plats. Après, au niveau des plats, ils ont eu des ingrédients imposés et c'est à eux ensuite de créer autour de ces ingrédients imposés des menus différents à nous faire déguster en fin de concours pour nommer ce qui nous semblera être en tout cas le meilleur groupe pour gagner ce concours de cuisine. Dans l'ensemble, on est très agréablement surpris de l'évolution, de comment ça se passe. Ils ont une bonne technicité dans l'ensemble et ça a l'air de se dérouler plutôt bien dans l'avancée, dans l'évolution de leur menu. Une occasion pour ces 14 lycéens de Guyane de faire leurs armes et un rendez-vous gastronomique parmi tant d'autres durant cette semaine des goûts et des saveurs. Persil, bois d'Inde, cannelle ou encore thym, ce sont quelques-uns des arômes qu'ont pu découvrir ou redécouvrir les invités de la Maison des Cultures ce matin. Un atelier ludique auquel ont pu assister une vingtaine de collégiens, pour certains avec leurs parents, dans le cadre des Journées du goût et des saveurs. Désormais, les aromates et condiments des jardins créoles n'ont plus aucun secret pour eux. On voit ça avec Jonathan Lariot. Ça commence par bois. Pas facile, les yeux bandés, d'identifier l'odeur de cette feuille de bois d'Inde. Et si certains y arrivent, les odeurs ne sont pas connues de tous. Citronnelle. Persil, ciboule, cannelle, les journées des goûts et des saveurs, c'est aussi connaître les condiments que l'on utilise en Guyane. À quoi ressemblent-ils et leur utilité? Alors c'est plein de vitamine C.
J'ai découvert que je ne savais pas, on peut faire de la confiture avec la cannelle. Et après, j'ai réussi à savoir ça. Il y a des bons sodas comme la cannelle, le citron, le persil aussi. J'ai appris que sur les citronnelles, on peut faire du thé, le citron aussi, on peut faire du jus avec, on peut passer quand les moustiques nous ont piqué. Et dans la salle, les élèves ne sont pas les seuls à apprendre un peu plus du patrimoine guyanais. Les parents venus accompagner leurs enfants sont aussi en pleine découverte. Il y a des choses que le bois d'âne, je n'avais pas encore vu quand il n'était pas encore sec. J'ai connu le bois d'âne plus quand il est sec. Je trouve déjà que c'est pas mal s'ils savent à quoi servent tel arôme, telle épice. Certaines de ces plantes sont à la base de certains remèdes naturels tels que la citronnelle ou la cannelle. Et bien souvent, ce que l'on peut trouver dans nos jardins finit même dans nos assiettes. D'abord, elles servent dans les plats, pour relever les plats, pour donc la cannelle par exemple, pour les crèmes. Mais ces plantes, elles servent aussi souvent pour soigner. Voilà. Dans les jardins créoles, les plantes étaient aussi là pour soigner. Et c'était montrer ce double usage. On s'aperçoit qu'en fait, plein d'enfants, plein de jeunes avaient aussi des recettes, savaient qu'on pouvait utiliser telle ou telle plante pour la grippe, comme fortifiant, le gingembre comme stimulant, ou le citron pour assaisonner. Voilà, donc chacun a un petit savoir et c'est l'intérêt de ces ateliers-là, c'est d'échanger ces savoirs-là. Demain, dernier jour de la semaine des goûts et des saveurs. Si la plupart des ateliers de découverte sont finis, quelques moments de dégustation sont encore possibles. Il est encore temps de s'essayer aux goûts et aux saveurs guyanaises. On retourne dans l'ouest guyanais maintenant avec de l'art dans la salle d'exposition du camp de la transportation à Saint-Laurent qui accueille en ce moment l'œuvre du photographe Vanneau. De nombreux visiteurs, élèves comme touristes viennent admirer ses portraits qui retracent l'histoire d'une Guyane des années 70 à 90, un saut dans le temps encore possible jusqu'au 1er mai. Reportage. Silence et observation. Aujourd'hui, c'était au tour des élèves de 3e du collège Jean-Louis de découvrir l'exposition photographique de l'artiste cayennais Vanneau. Les guides du SIAP ont su captiver les jeunes. Cette exposition, c'est quelque chose de très émouvant. Il a pu prendre des photos de plusieurs générations, c'est-à-dire de 70 jusqu'à 90. Et ça m'a plu. Je suis venu, j'ai rencontré plusieurs photos, j'ai rencontré plusieurs personnes, je les ai parlé. J'ai vu qu'il y avait différentes façons de prendre des photos, par exemple la photographie argentique. Et je trouve ça très joli. C'est une exposition photographique d'un photographe cayennais qui s'appelle Vanneau et qui a travaillé dans les années 70, 80 à 90 sur Cayenne. Sa spécialité était surtout les portraits. Donc ça nous permet d'avoir une trace historique et sociologique des Cayennais et des Guyanais dans ces années-là. Donc ça permet d'aborder l'épreuve d'histoire des arts sur lesquelles ils sont évalués en 3e pendant un oral et de pouvoir après peut-être réutiliser ce qu'ils auront vu pour parler d'eux et parler de la Guyane dans les années passées. En fait, j'étais venu au vernissage avec une collègue et ça m'avait plu déjà à titre personnel. Donc ça me paraissait intéressant de montrer ça à une de mes classes, puisque ça parle de la Guyane et que les témoignages en plus sur les années 60 à 90 sur la Guyane sont assez rares. Les visites sont encore possibles jusqu'au 1er mai pour découvrir en photo une partie de l'histoire guyanaise. C'est la fin de ce journal, voici le rappel des titres. Le débrayage d'une dizaine d'employés de l'Institut Pasteur pendant 1 heure ce matin. Ils dénoncent des désaccords avec la direction à qui ils reprochent de jouer la sourde oreille sur leurs conditions de travail, un manque de moyens humains et un mauvais management. Un atelier ludique pour découvrir les aromates et saveurs des jardins créoles, c'est ce qui était proposé à des collégiens et leurs parents à la Maison des Cultures dans le cadre toujours des Journées du goût et des saveurs. Et puis la web radio du collège Constant-Clore de Saint-Georges, exceptionnellement à Cayenne, elle a été présentée dans les locaux du rectorat ce matin à l'occasion de l'enregistrement d'une émission. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Puis ce sera votre émission Face à Face. Très bonne soirée à vous. À demain.